Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'une disparition mystérieuse à bord d'un bateau de croisière, celle de George Smith. Alors, restez là. Cette histoire se passe sur un bateau de croisière de la compagnie Royal Caribbean International qui s'appelle Bryans of the Sea et qui se trouve au moment du drame en mer Égée, au niveau des côtes de la Turquie. Nous sommes le 5 juillet 2005, il est environ 8 heures du matin, lorsqu'une passagère regarde par la fenêtre de sa cabine et découvre ceci. Elle prévient immédiatement le personnel du navire, le capitaine se rend sur place et comprend qu'il se trouve face à une situation d'urgence. Quelqu'un est apparemment passé par-dessus bord. Et il suffit de lever les yeux pour comprendre qu'il y a 12 potentielles cabines d'où une chute aurait pu se produire. Le bateau ayant accosté le matin même en Turquie, la majorité des passagers est déjà descendue. Mais grâce au pass électronique, on se rend compte que les occupants de la cabine 90-62 sont toujours à bord et ce sont les seuls sur les 12 cabines. George et Jennifer Smith sont alors appelés au micro et priés de se présenter à la sécurité. Mais contre toute attente, Jennifer se présente seule et déclare que son mari a disparu dans la nuit. Mais alors, pourquoi Jennifer a-t-elle attendu qu'on la convoque pour signaler la disparition de son mari ? George Allen Smith IV naît le 3 octobre 1978 aux États-Unis. Il vit dans le Connecticut et il a 26 ans au moment de sa disparition. Il devient un beau jeune homme gentil, bien dans sa vie, qui aime faire la fête avec ses amis. Il rencontre Jennifer en 2002 et c'est le coup de foudre. Après quelques semaines, ils emménagent ensemble et ne se quittent plus. Côté professionnel, George commence à travailler en tant que technicien informatique, mais cela va lui déplaire assez rapidement. Il décide de travailler avec ses parents qui possèdent un magasin d'alcool. Il est d'ailleurs prévu qu'à terme, lorsque ses parents prendront leur retraite, ils reprennent la gérance du commerce. Le 25 juin 2005, Jennifer et George se marient à Newport, Rhode Island, lors d'une très belle cérémonie. Et ce sont les parents de George qui lui ont conseillé de faire une croisière pour leur voyage de noces. Eux en ont déjà fait plusieurs et ils adorent ça. Et c'est comme ça que le couple s'est retrouvé à bord du Bryans of the Sea. C'est à peine 11 jours après leur union que George disparaît mystérieusement, quelque part au large de la Turquie. La croisière qu'ils ont choisie se passe en mer Méditerranée. Le bateau part de Barcelone, en Espagne, puis fait plusieurs escales. En France, à Villefranche-sur-Mer, en Italie, à Florence, dans les Cyclades, à Mykonos, en Turquie, pour terminer à Athènes. Les premiers jours vont se passer à merveille. Entre la découverte du bateau et l'escale romantique en France, le couple est ravi. Lors de l'escale en Italie, ils vont rencontrer un compatriote américain avec qui ils vont sympathiser, Josh Askin, qui fait lui aussi partie de la croisière. Le lendemain, le 4 juillet 2005, l'escale est à Mykonos. Le couple passe une excellente journée. Jennifer a même la chance de croiser une de ses actrices préférées, Tara Reid, qui tourne un film sur l'île. Le soir même, le couple avait réservé une table dans un des restaurants du navire pour dîner en tête-à-tête en amoureux. Après manger, ils décident de continuer la soirée au casino. Là-bas, ils y retrouvent Josh et d'autres mecs dont Josh a également fait connaissance sur le bateau. Zach, Greg et Rusty, aussi appelés les Russes. Le couple va se séparer pour jouer. Jennifer ira à la table de blackjack, tandis que Josh préféra jouer au craps. À 2h30, le casino ferme ses portes et tout le petit groupe part à la boîte de nuit. Un des garçons du groupe ramène une bouteille d'absinthe, probablement achetée à Barcelone, qu'ils boivent ensemble. C'est à partir de ce moment précis que tout devient flou et que les versions divergent. Ce dont nous sommes certains, en revanche, c'est que Jennifer et George se sont disputés ce soir-là. 6 témoins et les caméras de vidéosurveillance le prouvent. Jennifer est partie laissant son mari avec les Russes et Josh. Mais alors, que s'est-il passé ensuite ? Je vous livre la version que Josh a donnée lorsqu'il a été interrogé sur le bateau. Celle des Russes sera exactement la même. Lorsque le couple s'est séparé pour jouer au casino, Josh est resté avec George, mais Jennifer a passé son temps avec Lloyd, le manager du casino. Dans la boîte de nuit, idem. Jennifer parlait toujours avec le fameux Lloyd, qui était en repos ce soir-là. Et ce serait pour cette raison que George se serait énervé et que le couple se serait disputé. Que Jennifer serait partie
et selon Josh, elle aurait été discrètement suivie par Lloyd. La boîte de nuit a fermé à 3h30. George était tellement ivre que lui, ainsi que les 3 Russes, l'ont ramené à sa cabine. Jennifer n'était pas là, et ça l'a beaucoup énervé. Alors il a décidé d'aller la chercher sur le bateau. Les 4 garçons l'ont donc accompagnée jusqu'au solarium, là où tous les jeunes se retrouvent, mais toujours pas de traces de Jennifer. Alors ils sont retournés à la cabine de George. Josh dit être allé aux toilettes, pendant que les Russes se sont occupés de George, lui ont enlevé ses chaussures et l'ont mis au lit. Ensuite, ils sont partis. Et ils se sont tous retrouvés dans une de leurs cabines pour commander un room service. Nous en arrivons à la question que tout le monde se pose depuis le début, mais où était Jennifer pendant tout ce temps ? Eh bien, contrairement à la déclaration de Josh, Jennifer est partie seule de la boîte de nuit. Et ça on le sait puisque saoule et titubante, un employé du bateau l'a aidé à prendre l'ascenseur pour rejoindre sa cabine. Il a pris l'ascenseur avec elle, mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Jennifer a tourné à droite, alors que sa cabine se trouvait sur la gauche. C'est ensuite à 4h30 du matin que 2 employés vont trouver Jennifer endormie au sol dans un des nombreux couloirs du bateau, mais très loin de sa chambre. Ils sont alors chercher un fauteuil roulant pour la ramener dans sa cabine. La cabine, à ce moment-là, était vide. George n'y était déjà plus. En plus d'être saoule et par conséquent dans un état second, elle va déclarer que ce n'était pas la première fois que son mari découchait durant la croisière, donc elle ne s'en est pas inquiétée. Ça reste assez étrange quand même pour des jeunes mariés qui partent en lune de miel, mais bon. Le lendemain matin, le couple avait prévu un massage en duo au spa. Et encore une fois, Jennifer ne s'inquiète pas de ne pas voir son mari rentrer et part se faire masser toute seule. Et c'est pendant ce massage qu'elle va entendre son nom au micro, qu'elle va donc se rendre à la sécurité et apprendre ce qui est arrivé à son mari. Lorsqu'elle sera interrogée sur le déroulement de la soirée, Jennifer dira qu'elle ne se souvient plus de rien une fois sortie du casino. La police turque embarque sur le bateau pour les premières investigations. Et en plus d'interroger les témoins, ils vont bien sûr se rendre dans la cabine du couple. Ils vont y trouver une chambre particulièrement en désordre. Sur le balcon, la position de la chaise, dos à la rambarde, laisse la police perplexe. Ils recherchent des traces de sang dans la cabine. S'il y avait eu lutte ou bagarre, il y aurait eu certainement du sang dans cette cabine. Mais ils n'en trouveront pas vraiment. Enfin si, regardez. 2 micro-traces de sang sont retrouvées sur le drap. Donc rien de vraiment probant, et la police va conclure que la thèse de l'accident est la plus probable. C'est une fois au terme de cette croisière à Athènes que Jennifer va appeler ses parents pour les prévenir du drame. Et ce sont les parents de Jennifer qui vont appeler ceux de George. Autant vous dire qu'ils étaient tous à 1000 lieues d'imaginer une telle catastrophe durant la lune de miel. Les parents de George sont dévastés et veulent savoir ce qui est arrivé à leur fils. Quelque temps plus tard, le FBI va s'impliquer dans l'enquête et va s'apercevoir que les Russes ne sont pas vraiment passés inaperçus lors de cette croisière. De nombreux passagers se sont plaints de leur comportement, de leur vulgarité et du bruit excessif qu'ils faisaient dans leur cabine, mais pire encore. Souvenez-vous, les garçons ont déclaré s'être rendus dans une des chambres pour commander et manger un room service après avoir quitté George. Alors oui, il y a bien des traces de ces appels, mais aucune trace d'une quelconque livraison. Et encore pire, le personnel avait reçu l'ordre de ne plus rien servir à ce groupe cette nuit-là. Et ça, c'est à cause de la bouteille d'absinthe qu'ils ont ramenée illégalement dans la boîte de nuit. C'est interdit de faire ça, et tout le monde l'a vu. Tout ça pour dire que leur alibi est à moitié vrai. Ils ont passé des appels, mais au final, ils n'ont pas mangé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite ? Le matin du 7 juillet, soit le lendemain de la disparition de George, une passagère de 20 ans s'est rendue au centre médical du bateau pour signaler un viol qui aurait été commis par les Russes. Ils ont bien sûr démenti cette accusation et ont prôné le consentement. La jeune fille ne sera concrètement pas prise au sérieux et l'affaire va en rester là. Ils vont également découvrir le témoignage très intéressant du voisin de cabine du couple, qui est en plus un ancien officier de police californien à la retraite. Et la nuit du drame, il a entendu pas mal de choses provenant de la chambre d'à côté. Il a entendu du bruit après 4h du matin, heure à laquelle George et les Russes sont revenus du solarium où ils avaient cherché Jennifer. Plusieurs personnes parlaient très bruyamment. Vers 4h15, il a entendu les voix se diriger vers le couloir et se souhaiter bonne nuit. Le voisin a alors regardé par l'œil de bœuf et a vu 3 hommes passer devant sa porte. Après ce départ, il continuait à entendre du bruit, comme si quelqu'un bougeait les meubles de la chambre. Quelqu'un se dirigeait vers le balcon, où il a entendu une chaise bouger, puis un bruit sourd et horrible, avant le silence. À noter que dans la cabine de l'autre côté, les gens ont également entendu du bruit et des hommes parler.
Mais eux, ils ont aussi entendu un cri de femme. Le FBI s'interroge de plus en plus sur la version des garçons et aussi celle de Jennifer. Jennifer, Lloyd et Josh vont accepter de passer au détecteur de mensonges. Jennifer et Lloyd vont le réussir. Jennifer persiste à dire qu'elle ne se souvient de rien après son départ de la boîte de nuit. Et le polygraphe tente à prouver qu'elle dit la vérité. Lloyd, lui, déclare qu'il est rentré se coucher vers 3h30, ce qui est corroboré par 2-1, sa carte électronique dont il s'est servi pour ouvrir sa cabine, et de 2, le témoignage de sa conjointe qui l'attendait à l'intérieur et qui confirme son horaire d'arrivée. Josh, par contre, va échouer. Je ne sais pas sur quelle question il a bugué, mais ça tend à démontrer qu'il ne dit pas toute la vérité. En 2009, soit 4 ans après la disparition de George, le FBI va interroger les 4 hommes. Ils vont presque tous invoquer le 5e amendement et garder leur droit au silence. Il y en a un seul qui va parler, c'est Greg. Incarcéré pour trafic de drogue, il va déclarer que ce qui arrivait à George n'était pas un accident. Il dira même qu'un truc de fou s'est passé et que cela sera révélé tôt ou tard. Contre toute attente, le FBI finit par cesser les investigations. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour continuer. Et la disparition de George est alors classée comme accident. Pour terminer, il faut savoir que le corps de George n'a jamais été retrouvé. La famille de George continue de chercher la vérité. Ils ont mis en place une récompense de $100 000 pour toute information menant à l'arrestation du coupable. Ils ont également engagé un expert médico-légal indépendant qui est allé enquêter lui-même sur le bateau. Il a souhaité organiser des simulations de chute avec un mannequin, mais le propriétaire du bateau a refusé. Les conclusions de cet expert sont restées secrètes, mais n'ont pas abouti à la manifestation de la vérité. Les Sims restent pour autant certains que leur fils a été tué. Et Jennifer alors ? Elle pense depuis le début que c'était un accident, ce qui a créé de fortes tensions entre elle et la famille de George, et ils ont d'ailleurs cessé tout contact. Pour elle, il se voile la face et refuse d'admettre que l'utilisation de certains médicaments que George prenait sous ordonnance, mélangés avec de l'alcool, aurait pu causer sa chute accidentelle. Jennifer a attaqué la Royal Caribbean et a gagné $1,1 million de dommages et intérêts. Mais la famille de George a fait appel de cette décision, trouvant qu'elle avait accepté trop facilement une somme trop dérisoire à leurs yeux. Ils ont gagné et se sont donc partagés une somme encore plus conséquente. En 2009, Jennifer s'est remariée et elle a eu 2 enfants. Pour finir, ajoutons un peu de mystère au mystère. En 2019, Greg a été retrouvé mort devant chez lui, à l'intérieur de sa voiture. Il a reçu plusieurs balles. Son meurtre reste à ce jour non élucidé. Il est possible que la solution la plus simple soit en réalité la bonne. Partons du principe que tout le monde a dit la vérité sur cette fameuse nuit. Jennifer, en sortant de la boîte, a pris l'ascenseur pour retourner à sa cabine, mais elle s'est trompée de chemin, a fini par se perdre, et à bout de force, s'est assise par terre, puis s'est endormie. George la cherche, aidé des Russes et de Josh. Mais Jennifer restant introuvable et en raison de son état, les garçons décident de le ramener à sa cabine et lui conseillent de dormir. Mais George n'a pas sommeil, et il est bien énervé que Jennifer ne soit pas rentrée. Il décide alors d'aller fumer un cigare sur le balcon, pour se calmer. Il cherche donc dans sa cabine ses cigarettes et un briquet. Voilà pourquoi le voisin a entendu des meubles bouger. Il part sur le balcon et décide de s'asseoir sur la rambarde, les pieds sur la chaise. Et oui, parce que quand on est bourré, on prend souvent de mauvaises décisions et on n'évalue pas le danger de la même manière. Alors il serait tout à fait possible qu'il ait décidé de s'asseoir de la sorte et de tout simplement perdre l'équilibre, basculer en arrière, s'éclater là où le sang a été retrouvé et glisser ensuite jusqu'à la mer. Passons maintenant à la théorie du complot. Et si les Russes et Josh avaient gagné la confiance de George pour pouvoir lui faire un coup foireux et profiter de lui ? Je m'explique. George est un homme de bonne famille qui a de l'argent et il ne s'en cache pas, il a d'ailleurs une montre Breitling au poignet. Il dépense sans compter, notamment au casino, aux yeux de tous. Une rumeur a d'ailleurs couru sur le bateau à ce sujet. George se serait vanté à plusieurs personnes d'avoir une très grosse somme d'argent en cash dans sa cabine. D'ailleurs, ce n'était pas le premier soir qu'il passait au casino, donc effectivement, cela nécessite d'avoir du cash. Alors, les Russes décident de faire boire Jennifer et George pour pouvoir les achever et ainsi les dépouiller plus facilement. En fin de soirée, s'ils en ont l'opportunité. Et d'avoir la chance de le raccompagner dans sa cabine en est une qu'ils saisissent immédiatement. Alors, ils mettent George au lit,
L'un d'eux part se cacher dans la salle de bain, car rappelez-vous, Josh a bien insisté sur le fait qu'il était aux toilettes alors que les autres se sont occupés de George. Les 3 Russes s'en vont, ce qui explique que le voisin n'a vu passer que 3 hommes devant sa porte, et Josh attend que George s'endorme. Une fois qu'il l'entend bien ronfler, il décide d'aller lui enlever sa montre, qu'il porte toujours au poignet, mais c'est pas facile, alors en l'enlevant, il lui pince la peau dans le fermoir, ce qui le réveille et qui accessoirement provoque les 2 petites gouttes de sang trouvées sur le drap. S'ensuit alors une lutte, une bagarre. Josh prend le dessus sur George, réussit à le traîner jusqu'au balcon et à le pousser par-dessus bord en s'aidant de la chaise. Et si Jennifer n'était pas si blanche que ça dans toute cette histoire? Alors bien sûr, je ne crois pas une seule seconde qu'elle ait pu tuer son mari et le jeter à la mer. Faut pas déconner. Par contre, le fait qu'elle ne se souvienne de rien du tout me pose question. En fait, ça veut dire qu'il aurait pu se passer n'importe quoi durant cette nuit, ce serait pareil. On sait en plus que le couple s'est disputé ce soir-là. Certains témoins ont même vu Jennifer mettre un coup de pied dans l'entrejambe de George avant de quitter la boîte de nuit. Et puis, tout semble indiquer qu'il y avait un problème entre eux depuis plusieurs jours déjà. Pour des jeunes mariés, leur comportement est assez trouble. Entre Jennifer qui passe son temps avec le manager du casino, George qui découche lors de leur lune de miel, et la dispute aux yeux de tous, il n'y a que moi qui trouve ça bizarre ou quoi? Alors je me demande si finalement, les garçons n'auraient pas retrouvé Jennifer et l'auraient ramenée dans sa cabine avec George avant de les laisser seuls pour aller commander leur fameux room service. La raison pour laquelle ils n'ont rien dit, je ne sais pas, mais il a été démontré qu'ils ont menti au sujet de Lloyd et au sujet du room service. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin finalement? Je rappelle aussi qu'ils avaient tous consommé énormément d'alcool et ça peut aussi expliquer les versions un peu divergentes. Donc, une fois les garçons partis, ils reprennent leur dispute là où ils l'avaient laissée. Et si Jennifer avait bien trompé George et qu'il en était dévasté? S'il avait compris que leur mariage ne marchait pas, il aurait fait une sorte de chantage au suicide à Jennifer, il serait monté sur une chaise du balcon pour lui faire croire que si elle le quitte, il allait sauter, et au final, il aurait perdu l'équilibre. Jennifer, toujours dans un état second, n'aurait pas pris l'ampleur de la situation au sérieux. Elle serait sortie de la cabine pour aller récupérer son mari en bas, mais se serait perdue dans les couloirs et s'y serait endormie. Pour conclure, il est possible qu'elle ait fait un blackout et qu'elle ne se souvienne plus de rien. Mais si vous aviez été dans sa situation, si votre mari avait mystérieusement disparu en mer pendant votre lune de miel, n'auriez-vous pas tout tenté pour essayer de retrouver la mémoire? Une petite séance d'hypnose par exemple? N'auriez-vous pas remué ciel et terre afin de poursuivre les investigations et obtenir des réponses? Jennifer, elle, a choisi de faire tout le contraire. Alors cela ne fait pas d'elle une coupable, mais ça laisse inexorablement des doutes sur son implication. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, un accident. Théorie 2, un vol. Théorie 3, une dispute. Ou théorie 4, la vôtre. Tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas comment voter? Pas de panique, c'est très simple. Rends-toi tout de suite dans l'onglet Post de ma chaîne. Tu y trouveras les sondages de toutes mes vidéos. Et si tu as ta propre théorie, n'hésite pas à la partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.